Bonjour et bienvenue sur Radio CSort, votre rendez-vous quotidien avec l'actualité de la cybersécurité. Nous sommes le lundi 14 juillet 2025, jour de la fête nationale, épisode 355 en direct de Cabestany. Je suis Marc-Frédéric Gomez et j'espère que vous allez bien. Au programme aujourd'hui, l'Iran. Évaluation critique de l'infrastructure cloud, panne massive des services étatiques, audit en urgence, manque de redondance identifiée. 100 arnaques au support technique en Angleterre ont été stoppées. La CBI démantèle un vaste réseau, faux sites de support Microsoft, Apple et Google. Les arrestations sont en cours. Faux sites CNN, BBC, CNBC. Campagne de scam massive. Des leurres d'actualité pour piéger les internautes. Hameçonnage et malware, une vigilance est recommandée. PQC Scan, un scanner open source pour la cryptographie post-quantique, c'est un outil pratique pour détecter les algorithmes vulnérables dans les projets. Démo publique disponible. Fortinet, un exploit public pour la vulnérabilité critique FortiWeb CVE 2025-25257. Une RCE sans notification, un exploit est déjà publié, mettez à jour immédiatement. Carte mère gigabit, celle-là elle est tendue. Vulnérabilité de l'UEFI exposant le Secure Boot, possibilité d'installer un malware persistant, mise à jour d'une firmware fortement conseillée. RDP, une méthode forensique innovante révèle des traces cachées, un nouveau cadre d'analyse pour détecter les abus passés, avancée majeure pour les analystes forensiqueurs. Bien entendu, vous retrouverez toutes les sources citées dans cet épisode sur le site de radiocessort.org. The Register a publié un article sur le fait que l'Information Technology Organization of Iran, ce qu'on appelle l'ITOI, en charge des services informatiques de l'État iranien, a publié un appel visant à évaluer, classer, référencer des fournisseurs de services cloud. L'objectif ? Constitue un panel d'au moins 3 opérateurs capables d'héberger des services gouvernementaux. L'évaluation reposera sur la conformité à plusieurs normes internationales, dont l'ISO 27017, l'ISO 27018, concernant respectivement la sécurité des environnements cloud et la protection des données personnelles. L'ITOI exige également l'alignement des candidats sur la définition du cloud computing proposée par le NIST dans la note SP 800-145, malgré le contexte politique entre les deux pays. Les candidats peuvent proposer des services IaaS, PaaS ou SaaS avec des modèles d'hébergement privé, public, hybride ou communautaire. Les offres portent sur la sécurité, la supervision, le support ou la migration vers le cloud sont également éligibles. Les entreprises qui seront validées par l'ITOI recevront un certificat de notation les autorisant à figurer parmi les prestataires cloud agréés par l'État iranien. Cette initiative a été relancée après la reprise du flux RSS de l'ITOI suspendu durant une fermeture du réseau Internet national iranien durant la guerre des 12 jours avec Israël et les États-Unis. C'est impressionnant de voir comme quoi le NIST est une bonne source d'information, même quand c'est votre ennemi et que ce sont des grands satans américains. C'est pour ça que j'ai mis l'article. C'était trop tentant. On apprend par The Hacker News que le 7 juillet 2025, le Central Bureau of Investigation, le fameux CBI indien, a démantelé une cellule de cybercriminalité transnationale spécialisée dans les arnaques au support technique. Tout ça dans le cadre de l'opération Chakra 5. On en avait déjà parlé un petit peu sur Radio CSort. Ce qui est intéressant, c'est que cette cellule ciblait des citoyens britanniques et australiens depuis un centre d'appel frauduleux situé dans la zone économique spéciale de Noida. Ce centre, nommé First ID, c'est quand même génial. Moi, je trouve que les cybercriminels ont quand même des noms sympas, quoi. Première idée, elle veut dire c'est le nom. Ils utilisaient des infrastructures de téléphonie avancées et des scripts malveillants pour anonymiser les appels et opérer à grande échelle. 2 arrestations ont été effectuées, dont un opérateur clé de la structure. L'opération a été synchronisée avec les fuseaux horaires des victimes, permettant l'interception en temps réel d'appels frauduleux en cours. Les cybercriminels se faisaient passer pour des techniciens d'assistance de grandes entreprises telles que Microsoft. Ils prétendaient que les appareils des victimes étaient compromis afin de leur soutirer de l'argent pour des problèmes inexistants. C'est quelque chose qui marche depuis plusieurs années. J'ai déjà reçu moi-même plusieurs appels de centres de Microsoft, des faux centres de Microsoft là-dessus. Et selon la National Crime Agency britannique, la fameuse NCA, l'enquête est le fruit d'une coopération de 18 mois entre le CBI, le NCA, le FBI et une entreprise privée qui s'appelle Microsoft. Elle a permis d'identifier l'infrastructure et les individus derrière ce groupe structuré. Plus de 100 victimes ont été recensées au Royaume-Uni.
Les fraudeurs utilisaient des numéros usurpés et des connexions VoIP internationales pour établir le contact après affichage d'un message d'alerte frauduleux sur les écrans. Le 14 juillet 2025, des chercheurs ont révélé une campagne massive d'usurpation de sites de presse pour promouvoir des escroqueries à l'investissement. Parmi les marques ciblées figurent CNN, BBC, CNBC, ABC News et News 24. Les acteurs malveillants achètent des publicités sponsorisées sur Google et Facebook. Celles-ci redirigent vers des sites frauduleux, imitant visuellement des portails d'actualité, affichant de faux articles attribués à des célébrités locales, prétendument engagées dans des revenus passifs. Les victimes sont ensuite incitées à s'inscrire à ces plateformes d'investissement aux noms génériques tels que Eclipse Earn, Solara Vinex ou Trap10. Après un premier dépôt d'environ $240, les utilisateurs voient des rendements simulés croissants, mais toute tentative de retrait déclenche des demandes de frais supplémentaires ou des procédures de vérification fictives. Selon les chercheurs, le réseau derrière cette campagne opère dans plus de 50 pays avec, accrochez-vous bien, 17 000 sites frauduleux identifiés. C'est-à-dire que pour monter cette cabale, cette arnaque, ils ont mis en place une structure qui va cibler, 50 pays, ça c'est facile à faire, mais ils vont se mettre à utiliser 17 000 faux sites de phishing. C'est génial. Quoi, c'est génial? Ça dépend, ils ont mis des moyens quand même. Les États-Unis sont la cible principale. L'attaque repose sur le typo-squatting, l'ingénierie sociale, l'usurpation de marque et une infrastructure de sites en TLD peu coûtée. Alors les sites TLD, c'est les fameux top-level domaines, quand vous avez le .com, le .fr, etc. Là, ils se sont appuyés sur le .xyz, le .click ou le .shop. Ça marchera toujours une arnaque comme ça. Je vous propose aujourd'hui un nouvel outil open source baptisé PQC Scan qui permet d'analyser les serveurs SSH et TLS afin d'identifier les algorithmes de cryptographie post-quantique qu'il déclare supporter. Les résultats peuvent être exportés en JSON puis convertis en rapport HTML. Développé par Vincent Berg, CTO d'Anvil Secure, PQC Scan s'inscrit dans le contexte de l'adoption progressive de la cryptographie post-quantique par les gouvernements et les grandes organisations. L'Union européenne, les États-Unis et le Royaume-Uni imposent des échéances aux administrateurs et entreprises pour qu'elles prennent en charge ces algorithmes en vue d'une transition complète. L'outil se distingue par son approche ciblée. Contrairement à des scanners polyvalents comme Nmap ou TLS Scan, PQC Scan se concentre uniquement sur l'inspection de la prise en charge des algorithmes post-quantiques. Il permet ainsi d'accélérer l'identification des services conformes ou non dans des environnements où des algorithmes obsolètes comme SHA-1 ou MD5 restent encore présents. Des améliorations sont prévues, notamment une interface de progression en sortie standard, une gestion optimisée de l'export HTML pour les grands volumes et la possibilité de filtrer les algorithmes analysés. Les développements complémentaires sont également envisagés pour détecter l'usage de PQC dans les fichiers de capture réseau, les fameux PCAP, en analysant les flux chiffrés. L'objectif est de permettre aux organisations d'évaluer leur posture cryptographique à grande échelle et de suivre l'adoption des normes imposées. Il faut savoir que PQC Scan est disponible gratuitement sur GitHub. Je vous ai mis le lien. J'ai pas eu encore le temps de le tester. Je vais tester ça cette nuit et on verra si ça marche aussi bien qu'il le dit. Mais bon, c'est un outil qui est en cours de développement. C'est facile. Je vous l'ai mis. Si généralement, ça sent bon quand même le truc. La vulnérabilité critique, la CVE 2025-25257, affecte les pare-feux applicatifs FortiWeb de Fortinet, fait désormais l'objet de 2 exploits de POC public qui rendent son exploitation imminente. La faille se situe dans le composant Fabric Connector de FortiWeb, utilisé pour interconnecter la solution avec d'autres produits Fortinet comme FortiGate ou FortiSandbox. Elle résulte d'un échec de neutralisation d'éléments spéciaux entraînant une injection SQL dans les requêtes HTTP et HTTPS. L'exploitation permet l'exécution de code arbitraire en tant que route sans aucune authentification préalable. Selon l'analyse des chercheurs de Watchtor, l'attaque cible notamment l'endpoint. Alors ça se retrouve dans /API, /fabric, /device, /statut, dans lequel l'entête authorization injecte des valeurs non filtrées dans une requête SQL. L'attaquant peut ainsi générer un fichier .pth malveillant dans le répertoire site-packages. Python pour le déclencher via un script Python déjà présent avec le privilège root. Cette vulnérabilité a été corrigée par Fortinet la semaine dernière
Elle a été signalée par Kentaro Kawan de GMO Cybersécurité. Un autre chercheur affirme avoir identifié la faille en février 2025, mais sans la divulguer à l'éditeur. Il a publié vendredi un exploit fonctionnel complet. Les versions corrigées sont les suivantes. Les 7.6.4 supérieurs, 7.4.8 supérieurs, 7.2.11 et la 7.0.11. En l'absence de mise à jour immédiate, il est fortement recommandé de désactiver l'interface d'administration HTTP/HTTPS et à ce jour, aucun cas d'exploitation active n'a été détecté. Alors c'est ce que dit le journal, moi je serais beaucoup plus prudent. Mais l'exposition rapide des exploits rend la menace critique. Bref, vous l'aurez compris. On ne réfléchit pas. On patch sur Fortinet. Alerte générale 24 heures sur 24. Des chercheurs de l'entreprise de cybersécurité Binarly ont identifié 4 vulnérabilités critiques dans le firmware UEFI de plus de 100 modèles de carte mère gigabit. Oui, vous avez bien entendu. Plus de 100 modèles de carte mère qui permettent l'installation de malware persistant au niveau du firmware, capable de contourner Secure Boot et de survivre à une réinstallation complète du système. C'est ça qui m'a vraiment fait réagir sur cet article de Malwarebytes. C'est, vous réinstallez le système, vous dites, bon ok, je me suis fait avoir, je recommence de zéro. Eh ben non, ça va rester présent. Les vulnérabilités affectent le System Management Mode, le fameux SSMM, une couche d'exécution privilégiée du firmware en dehors des systèmes d'exploitation. L'exploitation de ces failles permet à un attaquant disposant d'un accès local ou distant avec des droits d'admin d'élever ses privilèges, écrire dans la mémoire, SMRAM, et installer un bootkit indétectable par les mécanismes de sécurité classiques. Alors, les identifiants associés à des CVE sont les suivants. La CVE 2025-7029, c'est une vulnérabilité dans l'handler Overclock Smile Handler menant une élévation de privilèges, SMM. Le CVE 2025-7028, défaut dans le SMI Flash permettant la lecture-écriture directe de la SMRAM. La CVE 2025-7027, une écriture arbitraire dans la SMRAM modifiant le firmware entraînant une compromission persistante. Et pour finir, parce que là on se dit c'est bon, là on l'est déjà bien poncé, quoi. Là on est mort même. La CVE 2025-7026, écriture non contrôlée en SMRAM menant à une élévation de privilèges et persistance aussi du firmware. Toutes ces vulnérabilités sont notées à 8.2 en sévérité CVSS. Elles trouvent leur origine dans le code de référence fourni par American Megatron Inc., le fameux AMI, le BIOS, quand vous le voyez. L'AMI a communiqué ces vulnérabilités sous NDA à ses clients payants, mais de nombreux OEM, dont Gigabit, n'ont pas intégré les correctifs. Selon Binarly, plus de 240 variantes de carte mère, ça permet les 100 modèles qui sont faits, on arrive à 240 variantes de carte mère Gigabit qui sont concernées dans plusieurs modèles en fin de vie. Aucun bulletin de sécurité officiel n'a été publié par l'équipementier à ce jour. Des produits d'autres fournisseurs OEM seraient également vulnérables, mais leur nom reste confidentiel dans l'attente de correctifs. Les utilisateurs en environnement critique peuvent utiliser Risk Hunt Scanner de Binarly pour détecter localement ces vulnérabilités. Bref, si vous avez du gigabit, je vous conseille de tester le Risk Hunt Scanner. Et voilà, cet épisode de Radio Cesseur du lundi 14 juillet 2025 touche à sa fin. C'était une belle journée, entre guillemets, une belle fête nationale. J'espère qu'il vous apportera des informations claires et utiles. On se retrouve demain pour un nouvel épisode. Une petite pensée particulière pour Monsieur Thierry Ardisson qui nous a quittés aujourd'hui. Et ben on va rester vigilant. On va surveiller nos systèmes. Et surtout, on ne réfléchit pas. On patch. Je vous embrasse très fort. À demain.